Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je reprends un livre aimé jadis et où je le redécouvre en direct, en le relisant, en faisant parfois quelques commentaires. Depuis quelque temps, je relis Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq et j'en suis au chapitre intitulé L'Envoyé, un assez long chapitre que je vais tenter de lire aujourd'hui. Peut-être n'en lirai-je qu'une partie. Et l'envoyé, qui est-ce? Nous avons laissé cette histoire-là après le chapitre intitulé Une croisière qui était en fait, avec le navire le Redoutable, une approche des territoires ennemis, puisque dans cette histoire du rivage des Syrtes, le narrateur se trouve en mission dans une terre lointaine. Pour les gens de la capitale, Orsena, ce rivage des Syrtes, et de l'autre côté du rivage, il y a l'ennemi qui est en guerre contre notre propre pays, ou le pays du narrateur, ici, contre Orsena. Et cet ennemi se réveille, semble-t-il. Et donc on s'en rapproche, et la fin du chapitre précédent, après cette croisière qui n'en est pas tout à fait une, voilà comment ça se terminait. Un froissement lourd et musical déchira l'air au-dessus du navire, et réveillant le tonnerre caverneux des vallées de montagne, on entendit se répercuter 3 coups de canon. La guerre semble donc s'être réveillée alors que cela faisait des siècles qu'elle s'était endormie. Mais il va y avoir donc un envoyé. L'envoyé. Debout près de l'avant du navire pour respirer mieux la première fraîcheur, je regardais dans le petit matin grandir la côte des Syrtes, qu'on est revenu de cette expédition vers l'ennemi, le Fargestan. Ces grèves jaunes encore balayées de brumes traînantes et tout aplaties sur l'horizon, elles me paraissaient dans le petit jour maussades et chagrine, plus déshéritée que d'habitude, et toute plombée de mon subit dégrisement. J'avais le cœur lourd, il me semblait que le Redoutable s'apesantissait et se traînait sur cette mer plate, comme s'il eût embarqué dans sa cale des tonnes d'eau. Dieu merci, je le ramenais intact. D'une embardée instinctive, Fabrizio avait esquivé les salves et le passage d'une nuée soudaine nous avait dérobé. Le sang-froid inattendu de nos canonniers, ou leur stupeur peut-être, en les empêchant de répondre, avait évité le pire. Et pourtant, l'incohérence même de cet engagement rapide continuait à m'intriguer. Il y avait quelque chose de surprenant. Si l'incurie d'Orsena de ce côté-ci peut-être avait passé les bornes, à ce que sur la côte d'en face on eût si opiniâtrement et si attentivement veillé. Surprenant aussi, il était que dans cette nuit noire on n'eût pas éprouvé le besoin de s'assurer de l'identité d'une silhouette suspecte, comme si dès l'abord on eût su à quoi s'en tenir. Aucun signal de reconnaissance n'avait précédé le feu, et plus j'y songeais, plus il me paraissait bizarre qu'à cette distance rapprochée, le tir qui nous avait encadrés tout de suite se fût montré si inefficace. La dextérité de Fabrizio ne pouvait à la réflexion me donner le change. Il y avait eu dans ce coup de semonce
trop complaisamment soulignée, une nuance de dédain et de moquerie. Et ce tir accommodant, qui avait fini par soulever les rires soulagés de l'équipage, ne me rassurait pas. Les bruits qui couraient à Maremma sur les agissements de rage se rapprochaient malgré moi de cette canonnade sans résultat. Sans résultat, je me surpris à hocher la tête. Il me manquait de savoir ce qu'au juste en face on avait cherché. On est toujours dans cette drôle de guerre qui a beaucoup occupé Julien Gracq, qu'il a vécu et qu'il raconte notamment dans ce jardin, dans ce château en forêt dont j'ai plus le titre maintenant, mais qu'il raconte donc dans un autre livre. Je fouillais du regard avec inquiétude le petit groupe que notre retour signalé de loin avait attroupé sur la jetée. Plus que tout en ce moment, je craignais de me retrouver face à face avec Marino. Il n'était pas là et je me sentis brusquement soulagé. « Fausser ton gouvernail sur un banc, le gamin ?» cria Giovanni à Fabrizio avec bonne humeur en ôtant sa pipe de sa bouche pendant qu'on jetait les haussières. La plaisanterie était rituelle. De si bon matin, son fusil de chasse lui pendait déjà à l'épaule. L'inexprimable monotonie de la vie à l'amirauté reflua d'un coup sur moi. « Il y a eu des ennuis, dit Fabrizio, penaud et gêné devant des hommes. On t'expliquera. » Les groupes s'étirèrent nonchalants et gourds, les hommes flânant le long de la jetée et lançant des cailloux dans l'eau. Notre petite troupe marchait en tête et je tendais, malgré moi, l'oreille aux voix qui montaient des groupes où nos hommes d'équipage étaient mêlés. On voit qu'on est toujours dans ce moment d'après une semonce, un coup de semonce, mais qui n'est pas encore la bataille. Comme dans Un balcon en forêt, je me souviens maintenant du titre de cet autre livre de Julien Gracq, qui au fond raconte la même chose, mais de manière plus directement réaliste. Réticents et gênés, guère pressés de dire les nouvelles, ils gardaient leur quant à soi. On eût dit que ce retour les dépaysait. Giovanni et Roberto se taisaient, surpris de notre mutisme. Le silence devenait lourd. « Nous sommes allés là-bas », dis-je soudain d'un ton brusque. On a tiré sur nous. Giovanni et Roberto s'arrêtèrent net, la bouche ouverte, et levèrent vers moi un œil mal réveillé. « Là-bas » reprit enfin Giovanni d'une voix presque naturelle, se souvenant de son flegme célèbre des nuits d'affût. Mais Fabrizio vint à mon secours. « Aldo a eu ses raisons », ajouta-t-il sèchement, coupant court aux explications. Une onde de discrétion diplomatique passa presque naïvement sur ses faces tannées. L'heure des Syrtes accusait soudain tout son retard sur ses visages. Les raisons d'état de la seigneurie y réchauffaient encore une vénération toute prête. « Les maudits chiens !» grommela entre ses dents Giovanni en ôtant sa pipe de sa bouche. Il y avait dans sa voix un accent de condoléance, convenable, mais j'étais surpris et ragaillardi de voir combien la consternation était moins vive que je m'y fusse attendu. « Vous êtes allé là-bas » reprit Roberto incrédule. « Raconte » ajouta-t-il en me prenant le bras d'un air de conspirateur, et il poussa la porte de la salle commune avec une soudaine
fébrilité. Le récit et les questions furent infinis. Je me sentais singulièrement à l'aise. Il était évident tout de suite que les raisons, le terme est en italique, comme souvent, il y a souvent des termes mis en évidence par l'italique, que évidemment je ne peux pas lire en italique. Enfin, j'essaye de faire quelque chose qui puisse y ressembler, ce mot raison parce qu'il a été utilisé auparavant. Donc, ici, il était évident tout de suite que les raisons n'intéressaient pas Giovanni et Roberto, et qu'ils ne songeaient guère à me demander des comptes. Je progressais avec eux dans un conte de fées, dont la hâte qu'on a de le vivre, ou dans la hâte plutôt que dans la hâte qu'on a de le vivre. Bon, je recommence la phrase, il y a don et don, oui, c'est d'où la confusion que je viens de faire. Je progressais avec eux dans un conte de fées dont, dans la hâte qu'on a de le vivre, on a mis tout de suite entre parenthèses le coup de pouce initial. Et bien plus qu'à le désenchanter, on eût dit que Roberto et Giovanni souhaitaient plutôt s'y mêler, entrer dans le jeu, nous rejoindre. Toute allusion à Marino fut écartée comme trouble faite. Marino, c'est le chef qui n'est pas là et qui aurait désapprouvé l'aventure menée par notre narrateur et également aurait été sans doute effrayé par cette attaque de l'ennemi. On eût dit qu'il n'avait jamais mis le pied à l'amirauté. On l'oublie. Ce trouble fait. Doucement, de nos mains réunies, nous écartions les obstacles, les images gênantes, libérant la pente sur laquelle nous nous plaisions à glisser. À l'évocation du Tengri, je vis les yeux s'allumer d'une curiosité toute neuve. Roberto développa quelques considérations critiques sur les méthodes de tir. Surtout, on s'accorda avec des hochements de tête pénétrés pour trouver sans exemple, et là le sans exemple il est entre guillemets et non pas en italique, sans exemple, donc c'est une citation plus directe ici, qu'on eût tiré sur nous sans sommation. Fabrizio comprit qu'on pouvait tout se permettre et mit le point final à la victoire par un coup de génie inattendu. Une fameuse idée que la tienne, Roberto, de faire réparer la forteresse. On dirait que tu avais prévu quelque chose. Je me suis toujours méfié de ces gens-là, concéda Roberto d'une voix augurale, et tout en feignant de tirer sur sa pipe, il rougit de satisfaction modeste. Je compris que j'allais sortir de la salle blanchi, mieux même, exalté. « Eh bien, le vin est tiré, il faut le boire, » dit Giovanni, en levant son verre avec une espèce de gaieté. Ces gens-là ont eu ce qu'ils cherchaient. Je vous prédis sans risque qu'ils ne vont pas s'en tenir là. Évidemment, c'est tout l'enjeu. Vont-ils s'en tenir là? La pipe de Roberto l'enveloppa d'un nuage jupitérien. Les yeux mi-clos, il observait l'horizon de mer à travers la fenêtre, luisant de divination lointaine et de pénétrante sagacité. En l'absence de Marino, le commandement militaire de l'amirauté lui revenait. Je ne serais pas étonné outre mesure qu'ils nous rendent leur petite visite cette nuit, finit-il par concéder d'un ton gonflé d'informations secrètes. Évidemment, le secret est toujours au cœur de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on sait? Il y a des espions peut-être, enfin, tout cela est très mystérieux. Le temps va se boucher, beau temps pour une surprise. Seulement d'ici là, j'aurai pris quelques précautions. Cela s'impose, conclut Giovanni dans le silence approbatif. L'amirauté est ouverte comme un moulin, et nous nous pénétrâmes de la conscience énergique que nous n'étions pas
défendu. Il s'ouvrit, séance tenante, un petit conseil de guerre que j'écoutais se dérouler sans mot dire. Tout engourdi que je me sentais par une sensation d'irréalité croissante, à voir ainsi les choses sournoisement prendre corps. Roberto proposait des mesures d'urgence, Fabrizio feuilletait des règlements. Tout seul, échappé maintenant à mes doigts, se dévidait le peloton dont j'avais lesté le bout du fil. Évidemment, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et tout d'un coup, le destin, le fil du peloton, le destin est en marche et on ne peut pas faire en sorte qu'il ne soit plus en marche. On décida de laisser le redoutable sous pression pour la nuit, prêt à l'appareillage. Un poste de guet de nuit serait établi en haut de la forteresse. Roberto, sans éveiller l'attention, dès l'après-midi, devait inspecter la vieille batterie côtière, passablement délabrée, qui commandait l'entrée de la passe. Depuis longtemps, l'artillerie de la forteresse était inutilisable, et vérifier son approvisionnement. Enfin, on devait mettre à flot une des pinasses qui pourrissaient sur les vasières et l'utiliser pour surveiller la nuit les abords de la passe. Encore que l'envie n'en manquât pas, l'appréhension du retour de Marino, qui douchait vaguement les enthousiasmes, avait déconseillé des mesures plus voyantes. En cas de besoin, c'était la pensée inavouée de tous, le dispositif d'alerte se nierait aisément. Ainsi, de minute en minute, entre nous quatre, une complicité se resserrait. Pour le reste, le capitaine avisera, conclut Roberto, jésuite. Je prendrai la patrouille de nuit plutôt que de guetter les canards. Dans les allées et venues incessantes de la forteresse, à la jetée et à la batterie, la journée passa vite. On ne s'ennuyait plus à l'amirauté. L'excitation, maintenant, avait gagné nos troupes, et les bribes de réflexion qu'on pouvait surprendre çà et là, car on se taisait plus respectueusement que d'habitude, d'un air lourd de sous-entendu sur les bruits d'un air lourd de sous-entendu sur le passage des officiers, donnait à penser sur les bruits extravagants qui y trouvaient créance, comme si tout à coup un besoin d'imprévu et d'inouï, longuement couvé dans cette vie monotone, eût fait explosion dans les cervelles endormies. C'est tout le danger des armées en repos. C'est qu'à force d'être en repos, elles rêvent de guerre, parce qu'elles n'en connaissent pas la réalité terrible. 2 ou 3 fois même, des questions fusèrent sur notre passage, que Roberto éludait d'une paupière lourde de mystère. Voilà un mot qui revient. Mystère, sous-entendu. Surprise, on ne sait pas ce qui va se passer. Sous ce ciel où soudain, avec un flair curieusement animal, on eût dit qu'il sentait monter un orage, bonnes ou mauvaises, ces visages ranimés appelaient les nouvelles, comme la terre appelait ou appelle la pluie dans les longues sécheresses. La terre appelle la pluie dans les longues sécheresses. Évidemment, cette image-là, elle est tout à fait parlante. Les longues sécheresses, l'ennui, la monotonie, la paix. Et la pluie, c'est l'action, mais l'action qui est la guerre. Ce roman où il ne se passe presque rien, 3 coups de canon et puis c'est tout. Eh bien, retient l'action, parce qu'il sait que l'action, c'est la guerre, et que la guerre, on l'espère, mais une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est une horreur. Cependant, la nuit, puis les 3 jours suivants, s'écoulèrent tranquilles.
Là, il y a presque une déception, qui n'a sans doute pas lieu d'être, mais qui est là. L'excitation retomba. Marino s'était annoncé pour la fin de la semaine, et de chaque nouvelle garde inutile, je voyais Giovanni revenir plus désenchanté. C'était à prévoir, disait-il, maintenant, vexé comme un soupirant qui voit revenir ses lettres non décachetées. On n'a pas seulement la peau noire, on l'a épaisse en face. On peut tout se permettre avec ces gens-là, ajoutait-il d'un air dégoûté. Son imagination n'allait pas plus loin que cette politesse rendue. Comme tout le monde à l'amirauté, Giovanni vivait dans l'immédiat, à fleur de peau. L'assoupissement sans âge d'Orsena, en décourageant avec une si longue patience le sens même de la responsabilité et le besoin de la prévision, avait modelé ses enfants vieillis dans une tutelle omnipotente et sénile pour qui rien jamais ne pouvait arriver réellement, ni quoi que ce soit tiré à conséquence. Rien ne se passe. Rien ne peut se passer. C'est du moins ce qui est inscrit dans la pensée, dans les habitudes de ces soldats qui voudraient être vraiment des soldats. Les occasions de se distraire, la guerre comme distraction, les occasions de se distraire étaient bonnes à prendre. Mais inévitablement, un jour ou l'autre, on en revenait à la chasse aux canards. Pendant ces journées agitées, une toute autre préoccupation m'avait tenu en haleine. Rentré dans le bureau de Marino, que j'occupais en son absence, à peine avais-je commencé à feuilleter la pile routinière des papiers de service, que tout à coup, dans le retombement de la fièvre qui avait dévoré ces journées, il me sembla, aussi net, aussi distinctement perceptible que le visage même de Marino rentrant dans cette pièce accusatrice, que la folie de mon équipée se dressait devant moi, si aveuglante que mes yeux se brouillèrent et que je crus un moment que le cœur allait me manquer. Le silence feutré de cette pièce, le silence feutré de cette pièce faisait tout à coup à mes oreilles comme un bruit de mer. Après cette nuit follement vécue, mon acte s'était séparé de moi à jamais. Quelque part, très loin, avec un léger et subtil ronflement d'aise, une machine s'était mise en route que personne ne pouvait plus arrêter. C'est la même image que la pelote tout à l'heure, mais avec la machine qui est plus violente que la pelote de laine. Son bourdonnement lointain pénétrait dans la pièce close, éveillait comme un bruit d'abeilles ce silence reclus. Le vin est tiré, il faut le boire. On a déjà entendu ça. Répétai-je en hochant la tête, terriblement dégrisé. Mes yeux tombèrent de la pile de courriers non décachetés qu'on avait déposés sur la table, et tout à coup je songeai que j'avais à prendre d'urgence une décision. Rendre compte à la seigneurie d'une violation aussi formelle des règlements était un suicide. La passer sous silence, à supposer même que l'affaire n'eût pas de suite, une condamnation à terme plus certaine encore. Toute l'amirauté déjà savait. La situation un moment me parut à ce point sans issue que je m'accoudai à mon bureau pris de vertige, et la tête enfouie dans les mains, j'appelai comme un enfant le sommeil et l'oubli qui transformerait cette nuit en mauvais rêve. Je tâchai de me persuader que ce cauchemar allait s'évanouir, mais non, la machine est en marche, et on ne l'arrêtera pas.
La réalité brutale est là. On ne peut pas changer les faits. Tout à coup, j'entrevis un recours et l'espoir vague, à défaut d'une absolution, du moins d'une intelligence possible. Je décidai de demander audience au conseil de surveillance pour une affaire grave sur laquelle je désirais lui fournir de vive voix des explications. Je regagnai ce soir-là ma chambre sitôt après le dîner. Il me fallait mettre au point avant le matin une rédaction assez difficile. Je jouais là une dernière carte. Et je ne pouvais me dissimuler que j'allais la jouer dans la nuit. Je pouvais me perdre d'un mot malheureux. J'étais fort loin d'être à mon aise, et mon travail n'avançait guère. Depuis longtemps, autour de moi, l'amirauté s'était endormie. Le grincement léger de ma plume cousait seul les heures lentes de son bruit de taré et le crissement des feuilles que je déchirais l'une après l'autre. Il pouvait être 11 heures du soir lorsque ma porte battit doucement sur la nuit silencieuse. Et j'avais à peine eu le temps de lever la tête que quelqu'un soudain fut devant moi. Il est très tard, monsieur l'observateur. Sans doute infiniment tard pour vous demander audience, prononça une voix étrangère et assez musicale. Sans doute l'envoyé du titre du chapitre. Dans le contre-jour que faisait ma lampe, je distinguais mal ses traits. J'avais devant moi une silhouette vigoureuse et cependant assez gracile. Dans le mouvement qu'elle fit pour s'approcher de la table, passa cette légèreté élastique et silencieuse que donne l'habitude de la vie du désert. Le vêtement extrêmement simple et presque sordide était celui des bateliers qui chargent les promeneurs du dimanche au bord de la lagune. Il ajoutait quelque chose de dérisoire à l'extrême distinction de la voix. « Il est vraiment très tard, » reprit-il en consultant à l'envers la montre posée sur mon bureau et d'un mouvement plein de nonchalance. Je compris qu'une seconde, il attardait exprès contre la lumière son profil. Soudain, je me rappelai et mon cœur se mit à battre. Cette peau sombre, ces yeux aigus et fixes, c'était le gardien du bateau de Sagra. Là, on revient à un épisode beaucoup plus ancien de cette lecture-là, quelqu'un qu'on a entrevu dans les ruines de Sagra, mais dont on ne sait pas grand-chose. Ceci vous dira au nom de qui je suis venu, dit-il, lisant dans mes yeux et soudain changeant de ton. Et sans autre invitation, avec une aisance noble qui n'était pas impolie, il s'assit après un léger soupir de fatigue. Je dépliai le papier qu'il me tendait et soudain mes yeux devinrent fixes. À l'angle de droite, portant le serpent entrelacé à la chimère, et tel que je l'avais si souvent déchiffré à l'Académie diplomatique, au bas de traités poussiéreux et centenaires, le sceau de la chancellerie de rage étoilait la feuille. C'est donc un diplomate ennemi, ou du moins un envoyé du Fargestan. Les morts... Non, je repasse un peu plus haut dans le texte. Le texte certifiait le caractère pacifique de la mission du porteur et en l'accréditant priait expressément qu'on lui accordât les égards et le traitement officiel réservé aux parlementaires de guerre.
Les mots maintenant se brouillaient sous mes yeux pendant que je feignais de relire le texte. Un sentiment de joie inconnue et d'élection merveilleuse m'envahissait. Il me semblait que pour la première fois m'était révélé le sens de l'expression « donner signe de vie ». Les gens du Farguestan donnent signe de vie. Depuis des siècles, on ne les avait pas vus. Et là, il y a un véritable envoyé qui est là. Je vais donc devoir vous faire arrêter, prononçai-je d'une voix à dessein incertaine, en repliant le papier. La qualité toute neuve de parlementaire ne saurait couvrir que je sache votre activité d'espion. Je parlais d'espionnage tout à l'heure. Eh bien, il s'agit d'un espion parce qu'il l'a déjà vu à Sagra, sur le rivage des Syrtes, et non pas au Farguestan. Pris au dépourvu dans mon désarroi, j'essayais maladroitement de m'assurer l'avantage. Ne le niez pas. Je l'arrêtai du geste. Nous nous sommes déjà rencontrés ailleurs qu'ici. Je crois me souvenir que vous ne portiez pas d'uniforme, quoiqu'armé. La livrée de la princesse Aldobrandi, corrigea-t-il d'une voix courtoise, avec une légère inclinaison de la tête. Je fronçai les sourcils assez durement. Laissons cela, ajouta-t-il aussitôt, comme en s'excusant. Visiblement, il voulait éviter de m'indisposer. Voulez-vous que nous ouvrions une parenthèse ? Dit-il avec un sourire de bonne humeur. Et tandis que je le regardais sans comprendre, il se leva, tira posément de sa poche un pistolet et le posa près de moi sur la table. Je suis votre prisonnier si vous y tenez. Vous voici tranquille. Laissons donc cela jusqu'à tout à l'heure et parlons sérieusement. Soudain, je ne me sentais plus de très bonne humeur. L'inconnu prenait sur moi le double avantage de son insolence mesurée et de mes réflexes sans élégance. Je jouai un instant avec le pistolet d'un air boudeur. « Eh bien, dis-je, en lui jetant un regard de mauvaise grâce. L'inconnu parut réfléchir un instant. « Je puis dire, monsieur l'observateur, commença-t-il avec une hésitation dans la voix, qui ajoutait curieusement à son charme, que ma tâche n'est pas des plus aisées. Mon pays et le vôtre font la preuve qu'il peut se créer entre les États, comme entre les individus, de bien singulières situations fausses. Du fait de leur longévité particulière, elles peuvent même durer infiniment plus longtemps. » Il poussa un discret soupir d'embarras. Il arrive, lorsqu'on se rencontre à nouveau après une... Là, il y a un point de suspension que j'essaye de rendre, après une séparation prolongée. Évidemment, la séparation ici entre les deux pays est immense. Personne n'a jamais vu des gens de l'autre pays. Qu'on ne sache plus même approximativement à quoi s'en tenir. Oui, pourquoi sont-ils en guerre? On ne sait plus. Qu'est-ce que c'est que l'objet du conflit? On ne sait plus. Je ne suis pas un diplomate, remarquai-je assez sèchement. La seigneurie dresse sans nul doute les bilans de sa politique. Elle ne m'en fait pas confidence. Je ne mets pas en doute votre mandat, mais vous serez trompé d'adresse. Je ne tenais pas à lui faciliter les choses. Je prenais un secret plaisir à ce ton incertain de réticence, à cette approche tâtonnante. Plus peut-être qu'à ce qu'il allait avoir à me dire, je m'y retrouvais. « Il n'y a pas d'erreur sur la personne, » reprit-il en baissant un instant les yeux. « Vous êtes bien notre homme.
ajouta-t-il en les relevant soudainement, et il me sembla qu'il souriait comme souriait parfois Marino, de son lointain sourire de connaissance. Voici pour le moins une singulière façon de parler. Je me sentais moins en colère que je ne l'aurais voulu. Il s'excusa du geste avec une insincérité marquée. Je n'ai pas sans doute une parfaite pratique de votre langue. Je voulais dire, quel que soit le jugement qu'on porte sur cette situation fausse, cette fois, alors que situation fausse était en italique tout à l'heure, ici elle est entre guillemets, il reprend ce qui a été dit, il s'est produit la semaine dernière un fait nouveau. Vous n'y êtes pas étranger, moins étranger que quiconque. Il guetta une réplique qui ne vint pas, puis, après un instant de silence, il parut se décider. Je résumerai donc les faits qui motivent cet entretien. Orsena et le Farguestan sont en état de guerre. Là aussi, le point de suspension, cet état de guerre n'est pas nouveau. Ou peut-être l'est-il. Peut-être que la guerre va se réveiller de son engourdissement. Il parut soupeser et manier le mot de ses doigts inexpressifs, et me jeta de nouveau son regard voilé et imperceptiblement amusé. Il en est bien ainsi, n'est-ce pas, monsieur l'observateur? De l'état de guerre au fait de la guerre, dans le cas qui nous occupe, il y a pourtant bien loin. La querelle est fort ancienne. Le temps, comme on le dit, est galant homme. La mer des Syrtes est large. Les deux pays, vous le savez, ont depuis longtemps évité de s'y rencontrer. La guerre s'est assoupie. Il n'est pas excessif même de dire qu'elle semblait dormir tout à fait. Encore une fois, le regard resta sans réponse. Il prit un ton complaisant. Il y a un proverbe, n'est-ce pas, qui pour désigner le bon sommeil dit « dormir sur ses deux oreilles ». S'il en est ainsi, il est à craindre qu'elle ne dorme plus très longtemps. S'il vous plaît de le dire. Ou plutôt, il vous plaît de le dire, ça c'est donc la réponse d'Aldo, notre narrateur. Et l'envoyé dit ceci, il vous plaît d'y aider. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un navire suspect a été aperçu croisant tout près de nos côtes. Il venait d'Orsena, c'était un navire de guerre, vous le commandiez. Le renseignement est précis et rapide, répliquai-je vexé. La nuit était fort sombre. Disons que, pour le moins, la chose ne semble pas avoir été une surprise. Dois-je vous adresser des félicitations personnelles ? Ajoutai-je du ton le plus blessant que je trouvai. Il sourit de nouveau, sans impatience. Nous discutons un fait. Je suis heureux que vous ne le contestiez pas. Il est impossible de ne pas le juger fort grave. Ce qui pourrait passer ailleurs pour une méprise, une étourderie sans conséquence, ne peut prendre ici que le caractère d'une provocation calculée. Et dans la situation où nous sommes, le sens en est clair. La situation, il y a si longtemps, l'arrêtai-je d'un ton ironique. Il n'y a pas de prescription en histoire, monsieur l'observateur. Votre visite a réveillé de très anciens souvenirs. Ces souvenirs ne sont pas paisibles. Ils peuvent redevenir brûlants. Il me regarda avec insistance. Pour la première fois, je distinguai dans sa voix une note grave,
une note inattendue d'exaltation. « Où voulez-vous en venir ?» lui dis-je d'une voix mal assurée. « Au message que j'ai mission de vous transmettre, » reprit-il d'un ton neutre, comme s'il eût tenu à souligner qu'il n'était plus ici qu'un porte-parole. Le gouvernement de Raj considère qu'une période de paix de fait, si continuellement respectée de part et d'autre, a constitué à la longue une véritable promesse tacite de non-hostilité. Il n'a pas tenu à lui, et je dois le souligner formellement en son nom, qu'elle ne fût scrupuleusement observée. Du fait d'Orsena, cette période se trouve close par un véritable acte de guerre. Raj se considère donc comme relevée en fait, de même qu'elle l'était déjà en droit, de son attitude d'abstention résolue. Ça, c'est véritablement une déclaration de guerre, du moins de reprise de la guerre. Il se tut une seconde et reprit en martelant plus nettement les mots. Cependant, elle estime appartenir à la sagesse dont elle a administré les preuves si continuellement de laisser place pour la réflexion avant le déclenchement d'événements incontrôlables. Elle tient à déclarer que ses intentions sont restées inébranlablement pacifiques. Elle consent même à admettre, aucun dommage matériel n'ayant été réellement causé par cette incursion, que la voie reste largement ouverte à un règlement raisonnable si... La voix s'arrêta complaisamment sur ce mot. Si la preuve peut être dûment faite qu'aucune intention réellement hostile n'a inspiré cette incartade. Quelle forme envisage-t-elle pour cette preuve ? La longanimité du gouvernement de Raj est extrême, laissa-t-il tomber avec un sourire barricadé. C'est une image assez parlante que ce sourire barricadé. La barricade est évidemment liée à la guerre. Et le sourire est barricadé. Il n'est peut-être pas un sourire réel. Je commençais, là, s'ouvre une parenthèse, je commençais à être un peu intrigué par cette manière impersonnelle qu'il avait de faire allusion à l'autorité qu'il représentait. Rien qui puisse prendre pour vous une forme vexatoire, rien qui prétende à être une satisfaction. Son incertitude est grande, commenta-t-il, avec une chaleur un peu forcée. Ou bien le fait est insignifiant, ou bien, s'il signifie quelque chose, il annule 3 siècles de sécurité, sinon de paix. Il est compréhensible, monsieur l'observateur, que devant cette situation un peu angoissante, il demande une bonne foi ainsi que je le disais tout à l'heure, à quoi s'en tenir. C'est-à-dire, au juste, un désaveu laissa-t-il tomber d'une voix précise. L'assurance expresse que cette violation de nos eaux côtières a été involontaire, accidentelle, et comme telle dénuée de toute signification. La promesse que des faits aussi préjudiciables à la tranquillité commune ne se reproduiront pas. Il va de soi, ajouta-t-il négligemment, que le délai nécessaire pour que vous vous en référiez à la seigneurie vous sera largement accordé. Je veux dire, se reprit-il d'une voix rapide, 30 jours à dater de ce soir. C'est donc un ultimatum qui est posé ici. Il se fit un moment de silence embarrassé. Je compris que la communication officielle avait pris fin. Mais évidemment, le plus intéressant, c'est la communication officieuse, le off, comme on dit. Il nous sera peut-être moins facile de vous faire parvenir une réponse qu'à vous de poser des questions, dis-je pour gagner du temps. Le Fargestan ne semble pas d'approche aisée.
Votre imagination vous servira certainement, répliqua-t-il avec une ironie amusée. J'ai dû moi-même forcer un peu cavalièrement votre porte. Le choix vous est laissé quant à la forme et aux voies d'un apaisement que Rage ne doute pas de recevoir. Le silence reprit. Les yeux légèrement bridés, au regard lourd, attendaient avec gourmandise. On eût dit qu'il s'était déchargé d'une mission encombrante, que son ton détaché et rapide avait tendu à minimiser curieusement. Il s'animait maintenant sous mon regard. Son visage offert sans détour à ma curiosité semblait luire d'un éclat de vitalité soudaine. Le rôle du porte-parole était fini, et pourtant on eût dit qu'il n'avait cherché dans cette mission officielle qu'une singulière espèce d'ouverture, qu'un prétexte au tête-à-tête qui commençait maintenant. Non, il n'avait pas à craindre. Je ne le laisserai pas partir maintenant. J'éprouvais un apaisement inexprimable, un suspens merveilleux. Toujours ce suspens, le suspens est toujours présent, c'est du suspens plus que du suspense. C'est-à-dire que on est suspendu aux lèvres de l'interlocuteur ici, mais à un avenir incertain. Et c'est ça qui procure le vertige, un suspens merveilleux, à ce que seulement il fût là, une apparition silencieuse, ensorcelée et retenue un instant dans le cercle lumineux de ma lampe. Il me semblait que tout à coup je l'avais évoqué là, une silhouette glissée d'un autre monde, posée au bord de ma table dans l'intimité d'une visitation nocturne. Ses yeux posés sur moi me parlaient bien au-delà de toute parole. Je me sentais confirmé et reconnu. Et sinon, dis-je d'une voix qui s'éleva étrangement calme et comme ensommeillée. Sinon, si cette réponse que vous attendez ne vous parvient pas. Le regard de l'étranger devint fixe. On eût dit que ses yeux se voilaient d'une taie légère. La silhouette, cependant, restait parfaitement immobile. Les instructions que j'ai reçues ne comptent pas d'éclaircissement à ce sujet, reprit-il après un instant de silence. Il leva les yeux sur moi et fronça légèrement le sourcil. Je me suis acquitté d'une communication officielle. Une conversation entre nous de nature privée ne serait sans doute pas inutile. Elle ne saurait d'ailleurs engager que mon opinion particulière. Mais j'ai peur qu'il ne soit très tard, hésita-t-il d'un air d'excuse polie. Je lui tendis un étui de cigare et je m'accoudai à mon fauteuil avec une nonchalance étudiée. Les soirées de l'amirauté sont longues, dis-je, et je m'étonnai de lui adresser un regard presque amical. Une visite triséculaire ne peut guère être dite abusive. Je remarquai combien son sourire un peu cruel était séduisant. Cette hésitation de la voix que je lui empruntais, sans y songer, nous donnait de l'air, nous mettait soudain infiniment à l'aise. Tout à coup, dans les silences qui coupaient cette conversation incohérente, il s'était établi une singulière compréhension à demi-mot. Sinon, répétai-je d'une voix posée, et je le regardai dans les yeux. On parle beaucoup à Maremma, monsieur l'observateur. Vous vous êtes certainement intéressé au bruit qui court dans la ville.
La voix traîna sur la dernière phrase, et le sourire à nouveau souligna ce qu'elle avait de délibérément accrocheur. Je devinai tout à coup, mais sans colère, plutôt avec un sentiment de curiosité complice, pourquoi la police de Belzenza faisait si constamment buisson creux. La police aussi s'y intéresse, je ne crois pas inutile de vous en avertir. On aurait tort de s'exagérer sa naïveté. Un jour ou l'autre, elle mettra la main sur ceux qui les sèment, et je vous jure bien que c'en sera fini. Vous vous faites tort en cela, monsieur l'observateur, remarqua-t-il avec un tout sautement gêné de la gorge. Je ne puis croire que vous raisonniez comme la simple police. Permettez-moi. La police ne raisonne pas mal, repris-je avec froideur, quand elle juge bon de remonter à une source qui me paraît de moins en moins douteuse, et de mettre à la raison des empoisonneurs publics. Je ne doute pas que les sentiments dont votre gouvernement fait étalage ne soient appréciés comme il se doit par la seigneurie. Mais je me permettrai de l'éclairer un peu, et elle pourra discerner que des intentions aux actes, il y a loin. Si l'on ne s'était employé de façon si tenace à donner la fièvre à l'opinion, nous n'aurions pas songé à cette précaution nécessaire qui paraît vous contrarier si vivement. L'inconnu regarda distraitement vers la fenêtre avec un geste courtois et découragé. « Je vois qu'il est très difficile de nous entendre, reprit-il avec une patience résignée. Je ne puis en effet me sentir très à l'aise en face d'un provocateur. » Il y eut de sa part un instant de silence moins offensé que consterné, pareil au silence de bienséance choquée qui suit le bruit excessivement sonore d'une importante pièce de vaisselle. « Je suis heureux que le mot soit prononcé, reprit-il avec un flegme impitoyable. Dans sa crainte d'envenimer les choses, Rage avait peut-être mis un zèle excessif à l'éviter. De nouveau, il eut un geste de la main qui coupait court, s'excusait avec nonchalance. L'expression de son visage, qui m'intriguait de plus en plus, était celle d'un joueur qui retourne une à une précautionneusement les cartes d'une donne. « Laissons cela, fit-il d'une voix contrariée. Je crains que nous ne glissions à une mauvaise querelle. » Il me regarda de nouveau avec un sourire ouvert et presque ingénu, comme on essaye de dérider un enfant boudeur. Il me semble que nous perdons de vue une particularité remarquable de la situation, reprit-il en détournant les yeux vers la fenêtre. Nous avons tout à gagner, si nous voulons nous entendre, à ne pas nous attacher outre mesure à ce que j'appellerais une malveillance de commande. Non, non, je vous en prie, ne parlez pas. Il y avait dans sa voix une hâte soudaine, comme s'il avait eu peur de me voir rompre les chiens une fois de plus. Je voulais dire, si nous reprenons le langage de routine de la police et des chancelleries, nous n'aurons pas de mots pour nous expliquer sur ce que j'appellerai, si vous le voulez bien, le fait nouveau. Il me consulta à nouveau du regard et, comme je gardais le silence, son expression tout à coup s'éclaira d'un sourire fin et détendu, plein de charme. Un pli pourtant lui sabrait le coin de la bouche, que je remarquais maintenant raide et austère comme une cicatrice, et qui nuançait ce sourire d'une pointe de cruauté. « Voyez-vous, monsieur l'observateur, reprit-il, il est difficile de parler, il est difficile de penser contre les mots officiels et les situations acquises. Ceux qui parlent de provocation
et d'espionnage, et celle-ci s'appelle la guerre. Vous m'avez rappelé tout à l'heure, avec un peu d'humeur, qu'il pouvait y avoir loin des sentiments aux actes. Mais je vous écoute et je songe à mon tour qu'il y a parfois loin des mots aux sentiments, conclut-il en me regardant dans les yeux, ou en me regardant dans les yeux avec une expression amusée. Puis-je vous demander de m'expliquer? Vous m'avez accueilli ici ce soir. Le regard de l'inconnu faisait lentement le tour de la pièce, s'attardant au coin d'ombre que la lumière de la lampe faisait remuer vaguement. Le calme autour de nous s'était fait profond dans l'amirauté endormie. Il me semblait que descendait dans la pièce cette intimité chaude et attardée, trouée de silence complice, qui rapproche sous la lampe, pour un dernier cigare, deux amis très intimes. Au loin, derrière la forteresse, un coq chanta, trompé comme il l'était souvent par le clair de lune éblouissant des Syrtes. Il me sembla soudain qu'il était très tard, et que le bruit des voix somnolentes s'enfonçait et se perdait dans une obscurité sans âge, rejoignait le bourdonnement de songes qui faisait vibrer faiblement les nuits du désert. N'en tirez pas vanité, dis-je en souriant malgré moi à mon tour. On ne trouve guère à qui parler aux Syrtes. J'écoutais tomber ma phrase dans le silence avec malaise, frappé soudain de l'ambiguïté qui s'y jouait, au travers de ce trouver à qui parler. On eût dit qu'en présence de l'étranger, les mots hésitaient d'eux-mêmes au bord d'une pente glissante, soudain prêts à trop dire. Que vouliez-vous dire en parlant de faits nouveaux? Le mot est peut-être excessif, il serait très décevant, à mon avis, monsieur l'observateur. La voix souligna le mot une fois de plus complaisamment. Si l'on veut juger des changements survenus dans les rapports entre nos deux pays, de se placer sur le seul terrain des faits. En se plaçant sur ce terrain, il n'est pas impossible que le gouvernement de rage ait vu son attention attirée sur quelques mesures de protection que la situation ne justifie guère. Il me semble que l'on a beaucoup bâti à l'amirauté ces derniers temps, commenta-t-il avec un sourire. Et pourtant, à en juger d'ici, comme il m'est donné de pouvoir le faire, je serais plutôt porté à croire que j'ai vu céder une à une certaines défenses. Le regard glissa vers moi entre les paupières comme une lame de couteau. Orsena vous saura gré de votre diagnostic, ricanai-je d'un air gêné. Elle vous demandera pardon de ne s'en trouver pas moins en excellente santé. Il ignora mon ironie. J'ai vécu dans votre pays, monsieur l'observateur, dit-il d'une voix grave et triste, qui ne cherchait plus à donner le change. Et je l'ai aimé. Et parce que je l'ai aimé, j'ai souhaité à votre peuple une vieillesse heureuse, c'est-à-dire l'imagination courte. Il n'est pas bon que l'imagination vienne à un peuple quand il est trop vieux. Vous avez trop vécu à Maremma, dis-je en m'efforçant à nouveau de rire. Je sais que votre bonne ville a fait une petite poussée de fièvre. Personne moins que vous, je pense, ne peut être dupe de ces racontards. Ces racontards risquent de ne rester pas longtemps sans motif. Voilà ce que je voulais répondre à votre « sinon ». Il arrive que la fièvre se gagne, dit-il en pesant ses mots et en relevant lentement les yeux sur moi. Un observateur désintéressé peut juger cette obsession seulement curieuse, mais dans le fait, on ne se sent jamais très longtemps à l'aise d'être l'objet d'un tel sentiment d'élection.
Voulez-vous tirer argument de bruits incontrôlables pour nous faire un procès d'intention? L'inconnu hocha lentement la tête. Je ne fais le procès de personne, prononça-t-il en détachant ses mots avec une diction nette et soignée. J'essaye de prévoir, j'essaye de deviner avec vous le développement possible entre nos deux peuples de rapports nouveaux, que vous serez sans aucun doute d'accord pour nommer avec moi passionnel. Vous êtes fou, lui jetai-je, et je sentis mes joues devenir très rouges. J'essaye de vous faciliter les choses, dit-il en baissant les yeux avec une nonchalance très sûre. J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Je sais combien il peut être embarrassant dans certains cas de faire, comment dirais-je. Le regard luisant coula vers moi une fois de plus par la fente de l'œil bridé. Une déclaration. Je sais combien le gouvernement de rage se trompe, ajouta-t-il en se hâtant de me couper la parole dans l'appréciation qu'il fait de l'incident qui motive notre entrevue. Son œil, sagace et ironique, était sur moi maintenant comme une mouche qu'on n'arrive pas à chasser. Je suis persuadé quant à moi que cette incursion n'était pas hostile. Et c'est évidemment le sentiment qu'on a aussi, c'est par intérêt pour ce pays inconnu qu'on est allé si proche, c'est sans doute pas par hostilité. Elle ne l'était pas, fis-je d'une voix qui s'étrangla malgré moi. Il baissa les yeux et sembla se recueillir. Le clair de lune blanchissait, la fenêtre faisait pâlir la lueur de la lampe. La nuit s'ouvrait comme une clairière. On a souvent des nuits, beaucoup de scènes de nuit dans ce rivage des Syrtes, où on passe des nuits blanches à parler ou à s'aventurer à l'extérieur. La nuit s'ouvrait comme une clairière, flottant sur un temps exsangue comme celui qu'étire l'insomnie. À nouveau, du fond de ce faux jour d'aube trop calme, les coqs chantaient. Deuxième chant du coq. On annonce peut-être la trahison de Pierre, comme dans l'Évangile. Vous le direz à rage, fit l'étranger d'une voix neutre. Et si cela était? Si cela était? Il reprit la question machinalement. Si cela était, eh bien, il n'y a pas à douter, je pense que les choses s'arrangent. Nous penserions seulement qu'Orsena a souffert passagèrement d'une espèce d'insomnie, reprit-il d'une voix dont l'excessive et froide politesse avait maintenant quelque chose d'insultant. On ne peut trouver de bonnes raisons, en effet, qui s'opposent à ce que les choses se rendorment. Il n'est pas donné à tout le monde de finir tragiquement, ajouta-t-il avec un sifflement désagréablement coupant dans la voix. Finir, répondis-je d'une voix hébétée. Le cerveau engourdi, il me semblait que le mot heurtait avec un choc mat, comme un doigt contre une porte, mon oreille opaque. Vous savez bien, fit-il dans un murmure en se levant presque de son fauteuil et en approchant sa bouche de mon oreille. Je suis venu vous aider à le comprendre. Il ne faut pas que vous vous teniez quitte à si bon compte. J'apprécie beaucoup les prêches de saint Damas, fit-il en rivant sur moi, ses yeux luisants et fixes, tandis que je suivais à mesure, fasciné, le mouvement précis et délicat de ses lèvres comme on lit sur la bouche d'un muet. Et je trouve qu'ici on manque un peu de fermes propos. Où voulez-vous en venir ? Lui jetai-je en me levant à mon tour. J'étais très pâle. Où vous allez ? Répondit sans se troubler la voix légèrement musicale. Où nous vous attendons sans nous presser.
où vous avez rendez-vous avec nous depuis que vous êtes ici. Seulement, vous me remercierez un jour de votre chance. Vous y serez allé les yeux ouverts. » Il s'inclina légèrement, et je compris qu'il allait prendre congé. « Souvenez-vous de ceci, monsieur l'observateur, qui vous donnera matière à réfléchir sur les croisières au clair de lune. Il n'y a pour des peuples qu'une seule espèce de rapports intimes. » Mais où vous adressez la réponse ? Criai-je tout à coup comme réveillé, tandis qu'il glissait déjà de son long mouvement souple vers la porte. Les yeux étroits se retournèrent une seconde vers moi du fond de l'ombre. « Vous ne vous rendez pas justice. Il n'y en aura pas, dit-il d'une voix posée. Et de nouveau la porte battit silencieusement sur la nuit. Et je vais m'arrêter là dans la lecture de ce chapitre, dont j'ai lu à peu près la moitié, parce qu'évidemment, on est à un moment charnière. Il y a eu cette visite de l'envoyé du Farguestan, cette discussion dont on se demande à quoi elle va aboutir, et puis quelles en seront les conséquences. Et la deuxième partie du chapitre, on va attendre un peu avant de la lire et de voir justement ce qui se passe après la visite de l'envoyé. Au revoir et à bientôt.